Donc, Khaled Hadid, je suis cardiopédiatre au CHU de Toulouse et je commence cette journée par la communication interatriale. Donc, un sujet relativement simple mais intéressant dans la pratique quotidienne. Donc, ça, c'est le blanc de la présentation. On commence par un petit rappel embryologique et anatomique du septum interatrial pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, pour rappel, dans la vie fœtale, la septation atriale, ça commence vers la 5e semaine de la vie fœtale. À ce moment-là, le cœur est composé d'une tube cardiaque primitive consistant d'une oreillette primitive, une seule jonction atrioventriculaire et un ventricule unique, un ventricule primitif. Et la septation, ça commence en même temps sur 3 étages, atrial, jonction et ventriculaire. Donc, on s'intéresse à la septation atriale. On voit ici l'apparition en premier temps d'une septum à partir du toit de l'oreillette primitive qui va descendre vers la jonction atrioventriculaire. Ici, vous voyez peut-être la flèche. Et donc, le septum, c'est un septum fin, on l'appelle septum primum. Il va délimiter avec la jonction atrioventriculaire un passage entre les 2 oreillettes, on appelle l'ostium primum. Donc ça, c'est un vœu en profil. Vous voyez le septum primum qui va descendre du toit de l'oreillette primitive en forme de croissant vers la jonction atrioventriculaire qui est là, et il va délimiter l'ostium primum. À ce moment-là, on voit l'apparition ici dans la partie haute du septum primum de petites fenestrations, qu'on le voit ici en face, et qui vont créer une deuxième communication entre les 2 oreillettes qu'on appelle ostium secundum, qui va prendre le relais de Shunt avant la fermeture définitive de l'ostium primum par la croissance de septum primum d'un côté, de côté haut, et la croissance des bourgeons endocardiques de la jonction atrioventriculaire vers le haut et surtout de l'épine vestibulaire qu'on le voit là, qui vient de seconde chambre cardiaque et qui va amener des cellules mésenchymateuses. Et il va aboutir à la fin à la fermeture définitive de cet ostium primum. Et on va comprendre pourquoi, quand il y a une CA-type ostium primum, il y a toujours une anomalie de la jonction atrioventriculaire parce que l'arrêt de développement embryologique c'est survenu à ce stade-là. Et il y a toujours cette anomalie de la jonction atrioventriculaire associée. Donc, l'ostium primum s'est fermé, l'ostium secundum prend le relais de Shunt atrial, et en deuxième temps, on a un deuxième septum qui va descendre du toit de l'oreillette primitive à droite du premier septum. Ça, c'est le septum primum. Donc, ça, c'est un deuxième septum à droite, plus épais. On l'appelle le septum secundum, qui va aussi chevaucher sur le premier septum, vous voyez, qui va aboutir à fermer l'ostium secundum, qu'on a vu ici. Donc, il va la fermer par un chevauchement avec le septum primum en laissant entre les 2 septa un passage, un tunnel, une forme de tunnel, on l'appelle PFO, ou persistant de foramen ovale, qui est fondamental pour la survie du fœtus. Je vous rappelle que dans la vie fœtale, la circulation, le remplissage, on peut dire, des cavités gauches
il provient principalement de foramen ovale par un champ droite-gauche, parce que la participation de rotor veineux-pulmonaire est très faible, autour de 10 à 15% du débit cardiaque combiné à gauche. Donc ça, voilà un peu l'embryologie de la septation atriale. Deuxième élément fondamental, c'est l'anatomie du septum interatrial. Je ne sais pas si vous voyez là les photos qui sont à droite. Donc en haut, on a une pièce anatomique en orientation habituelle, on peut dire en haut vers le haut, vers le bas, et à gauche de l'écran, il y a la derrière, et à droite de l'écran, c'est le devant. En bas, c'est un vue chirurgical, comme le chirurgien le voit au bloc opératoire. Ça veut dire le patient qui est allongé, et à gauche, à votre gauche, il y a la veine cave supérieure et l'aorte ascendante, et à votre droite, il y a la veine cave inférieure. Donc en bas, c'est derrière, et en haut, c'est devant, c'est la valve tricuspide. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le versant droite du septum interatrial? D'abord, on a le retour veineux-systémique consistant de la veine cave supérieure, ici l'arrivée de la veine cave supérieure et l'arrivée de la veine cave inférieure. L'arrivée de la veine cave inférieure à l'oreille droite va se prolonger par un reliquat embryologique qu'on appelle le valvule d'Eustache, on le voit ici. Donc c'est ici sur le vue chirurgical. Et troisième retour veineux-systémique, c'est le sinus coronaire qui va aussi se prolonger par la valve de Tibesius. Donc ça, c'est le retour veineux-systémique. Deuxième élément important, c'est le triangle de Koch. Donc on le voit ici, c'est un triangle qui est délimité par, en arrière, ici, on a le tendon de Todaro. C'est un prolongement de la valvule d'Eustache. C'est là. On appelle le tendon de Todaro. Devant, on a l'insertion du fil septal de la valve tricuspide qui va venir par là ou par là. Et la base est constituée de l'orifice de sinus coronaire. Voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir le repère? Parce que à l'apex de ce triangle se situe le nœud auriculoventriculaire. Donc, c'est important d'éviter les lésions à ce niveau-là pendant l'intervention chirurgicale qui va conduire à des troubles conductifs. On peut distinguer également le fosse ovale, c'est la partie centrale du septum interatrial et qui est comblée par le septum primum, on a vu tout à l'heure, qui c'est lui qui constitue le fond de foramen ovale, et à sa partie supérieure ici, ça c'est les limites du septum secundum, le septum le bleu épais, on a vu tout à l'heure. Donc on voit sur cette pièce anatomique le fosse ovale dans la partie centrale, le fond constitué du septum primum, c'est un septum fin, et la partie postérieure ou antérieure, c'est les limites de septum secundum, voilà, qui est plus épais. Alors, le véritable, quand on parle de septum interatrial, terme de septum, ça signifie que ça sépare deux cavités, ça veut dire les deux oreillettes. Néanmoins, on va voir que le véritable septum, c'est que le foramen ovale et ses rebords antérieurs, ici, et antéro-inférieurs. Le reste, ce n'est pas vraiment un septum, ça veut dire que ça ne sépare pas vraiment les deux oreillettes. Alors, on commence par le foramen ovale. On a dit le foramen ovale, c'est la partie centrale, le fond constitué du septum primum. Quand il y a un défaut à ce niveau-là,
on va créer une communication interatriale qu'on appelle ostium secundum. C'est le truc classique. On peut avoir une extension à ce moment-là vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, vers devant. Maintenant, le rebord antérieur de fosse ovale ou antéro-supérieur, on est là, c'est constitué de rebord rétro-ortique. C'est surplombé par la racine ortique. Ça, c'est un véritable septum qui sépare les deux oreillettes. Aussi, le rebord antéro-inférieur vers la valve tricuspide. Ça aussi, c'est un véritable septum. C'est le vrai septum. C'est à la base de l'ostium primum qui est fermé par le septum primum, provenant surtout de l'ibine vestibulaire. C'est des cellules mésenchymateuses. Et un défaut à ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure, il va conduire à une communication de type ostium primum, qui est une anomalie de la jonction atrioventriculaire, et qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a toujours une anomalie des valves auriculoventriculaires associées. Alors, les restes de rebord de foramen ovale, si on regarde ici le rebord supérieur, qui est constitué de septum secundum, c'est le septum secundum qu'on le voit là sur cette pièce anatomique, c'est un vœu en face. Ici à gauche, on a l'oreillette gauche, à droite, on a l'oreillette droite. Ici, l'arrivée de la veine cave supérieure, veine cave inférieure. Ici, on voit l'anatomie du septum secundum, une espèce de septum épaisse, et c'est une espèce de roubli de toit ou invagination de toit de l'oreillette, plutôt qu'un septum. Et ici, le septum à gauche, le septum primum, qui est situé à gauche du septum secundum, qui est bleu fin, qui constitue le fond de le foramen ovale. Donc, on voit l'anatomie de cet septum secundum, une espèce de repli de toit de l'oreillette et qui ne sépare pas forcément les deux oreillettes, plutôt il sépare la veine cave supérieure de la veine pulmonaire supérieure droite. Donc, un défaut à ce niveau-là, on peut aussi mettre en communication la veine cave supérieure avec la veine pulmonaire supérieure droite et ce qu'on appelle le sinus venosus qu'on va voir plus tard. Donc, CA type sinus venosus. On s'enchaîne pour la classification anatomique de communication interatriale. Il y a 4 types anatomiques. La plus fréquente, c'est la SCA ostium secundum dans la partie centrale de septum. On le voit ici. Il y a aussi la communication interatriale type ostium primum. C'est une CA basse située, proche des valves auriculoventriculaires. Il y a la CA sinus venosus, le bleu souvent supérieur à l'embouchement de la veine cave supérieure, mais il peut être aussi inférieur, image au miroir en bas. Et la dernière, c'est la CA sinus coronaire, qu'on va voir plus tard. Donc, on va détailler un peu les formes anatomiques. La CA ostium secundum, c'est la plus fréquente. Ça présente 90% des CA. Elle est plutôt centrale, située au niveau de fosse ovale. Et embryologiquement, c'est une déhiscence de septum primum, surtout. On a vu tout à l'heure, le septum primum, c'est le septum fin qui constitue le fond de foramen ovale. Mais parfois, il y a une extension vers le septum secundum. C'est pour ça, des fois, il y a une extension de la CA supérieure, inférieure, postérieure ou antérieure. Il peut être unique, il peut être aussi multiple. On voit ici sur ces pièces anatomiques. Deuxième forme anatomique, c'est la CA ostium primum, qui est moins fréquente, qui présente 5 à 10% des formes anatomiques. C'est une CA basse, donc elle est en continuité avec les valves auriculoventriculaires. On a vu l'origine embryologique de cette CA, c'est l'arrêt de développement au stade de ostium primum, qui reste perméable. Et à ce moment-là, il est toujours associé
avec une anomalie des valves auriculoventriculaires. Donc, en gros, c'est une anomalie de la jonction atrioventriculaire. Donc, vous avez vu ça peut-être dans le cours de CAV au canal atrioventriculaire. C'est une forme de canal atrioventriculaire. Quand c'est isolé, c'est la forme partielle et qui est toujours associée avec une fente de la valve AV gauche. Troisième forme anatomique, c'est la CA sinus venosus. On a vu tout à l'heure, c'est une CA haute, on le voit ici. Le plus souvent à l'embouchement de la veine cave supérieure. Il doit être aussi basse à l'embouchement de la veine cave inférieure. Donc, c'est un défaut au niveau, qu'on a vu tout à l'heure, du septum secundum, une espèce de repli de toit de l'oreillette primitive qui sépare la veine cave supérieure ou inférieure des veines pulmonaires droites. Et donc, toujours, quasiment, il y a un RVBA qu'on voit ici. Voilà, la CA, la veine cave supérieure, la veine pulmonaire supérieure droite. Donc, cette communication type sinus venosus qui met en communication la veine pulmonaire supérieure droite avec la veine cave supérieure, mais avec une physiologie du shunt atrial, gauche, droit, majorée forcément par l'anomalie de retour veineux pulmonaire associée. Et la dernière forme anatomique, c'est la CA de type sinus coronaire. Alors, c'est une forme rare, très rare, hein, moins de 1%. Vous savez que le sinus coronaire, c'est une structure qui chemine au niveau du sillon atrioventriculaire gauche, derrière la valve mitrale. Et l'orifice du sinus coronaire, on a vu tout à l'heure, ça s'ouvre sur le versant droit du septum atrial à l'oreillette droite. Ce qui peut arriver d'avoir, c'est des fenestrations au niveau du toit du sinus coronaire qui sépare le sinus coronaire de l'oreillette gauche. Ces fenestrations vont mettre en communication l'oreillette gauche où la pression plus élevée avec le sinus coronaire et l'oreillette droite où le régime de pression est le plus basse. Et on va avoir un shunt qui va de l'oreillette gauche à travers la fenestration vers le sinus coronaire vers l'oreillette droite. Donc ça, c'est la CA du sinus coronaire. Après, il y a plusieurs classifications, ou la classification la plus fréquente anatomique, soit une absence totale de toit du sinus coronaire, on appelle ça unroofed sinus coronaire en anglais. Voilà. Donc le sinus coronaire complètement intégré dans l'oreillette gauche. Après, il y a des formes partielles où il y a juste une fenestration unique, soit proximale, soit distale. Il peut être associé ou pas avec une persistance d'une veine cave supérieure gauche. Vous savez, quand la veine cave supérieure gauche persiste, elle se jette dans le sinus coronaire. À noter, quand il y a un rouvre sinus coronaire avec une veine cave supérieure gauche, à ce moment-là, la veine cave supérieure gauche, elle se jette dans l'oreillette gauche pratiquement. Et là, on va avoir des signes de désaturation, plus des signes de shunt atrial. Donc voilà en gros les 4 formes anatomiques de CA. On passe en suivant à la physiopathologie de la CA. Alors ça, c'est un élément important à comprendre. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent la direction du shunt, mais aussi l'importance du shunt atrial. D'abord, la taille de la CA. Quand la CA elle est large, elle est non restrictive, le shunt il est plus important. Quand elle est petite ou restrictive, le shunt il est moins important. Donc, c'est quelque chose d'évident. Deuxième chose, c'est le régime de pression dans les oreillettes qui va déterminer aussi la direction et l'importance du shunt. Alors, le régime de pression, il est fonction de la compliance atriale, mais surtout de la compliance
ventriculaire. C'est l'élément le plus important déterminant du régime de pression atriale. La compliance ventriculaire, on sait que dans la situation normale, le ventricule droit il est plus compliant que le ventricule gauche. Donc, les pressions de remplissage droite ils sont plus basses que la pression de remplissage gauche. C'est pour ça que le shunt il est gauche-droit. Avec l'âge, on sait que le ventricule gauche s'hypertrophie avec l'augmentation, l'élévation de la tension artérielle ou éventuellement une ischémie myocardique. On va altérer encore plus la compliance de VG. Donc on va augmenter encore plus la pression de remplissage gauche et on va majorer éventuellement le shunt atrial. Quand il y a également un obstacle en aval, un obstacle, ça veut dire sur la voie d'éjection gauche ou droite, ça va aussi modifier notre compliance ventriculaire et modifier le shunt. On verra plus tard. Troisième élément, c'est le retour veineux pulmonaire qui normalement arrive à l'oreillette gauche, mais des fois, ça arrive qu'il y a une anomalie de retour veineux pulmonaire totale à droite. Dans ce cas-là, tout le retour systémique et pulmonaire arrive à l'oreillette droite et le shunt atrial va être forcément inversé, il devient droite-gauche. Quatrième élément, c'est la contraction atriale et le rythme. Et le dernier élément important aussi, l'état des valves auriculoventriculaires. En cas d'atrésie, par exemple, tricuspide, le shunt va être obligatoirement droite-gauche, contrairement à l'atrésie mitrale, qui va avoir un shunt important gauche-droit. Et également, quand il y a une fuite ou une sténose des valves, donc ça va changer le régime de pression atriale et va influencer la direction et l'importance du shunt. Un petit rappel physiologique, ici vous voyez sur un cœur normal la courbe pression-volume. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation sur un cœur normal? D'abord, le ventricule droit il est plus compliant que le ventricule gauche, c'est pour ça la courbe de compliance VD il est plus à droite que la courbe de compliance VG. Par contre, la contractilité du ventricule droit elle est moins importante que la contractilité du ventricule gauche. Et là aussi, la courbe de le droit de contractilité il est plus à droite. La conséquence de ça, qu'on a une pression télédiastolique du ventricule droit qui sont plus basses que la pression télédiastolique du ventricule gauche. Et ceci pour la même volume de remplissage. On voit en l'absence de shunt, le volume d'éjection systolique du ventricule droit égal à la volume d'éjection systolique du ventricule gauche. Et le QB/QS égale à 1. Donc, il n'y a pas de shunt. Aussi, quand on regarde le boss charge de VD, il est moins élevé que la boss charge de VG. C'est pour ça que le VD il est plus compliant. Il est moins hypertrophié. En cas d'une shunt atriale, donc là, il y a une LARCA. Regardez qu'est-ce qu'on a changé. Quand il y a une LARCA, ça égalise la pression entre les deux oreillettes. Les deux ventricules, ils se remplissent à la même pression télédiastolique, celle du ventricule gauche. Ça veut dire, pratiquement aussi sur la courbe, le ventricule droit, au lieu d'arrêter son remplissage ici, il est obligé de continuer à se remplir jusqu'à la pression télédiastolique du VG, jusqu'au là. Donc, on se remplit jusqu'ici sur la courbe de volume. La conséquence qu'on a augmenté deux fois notre volume télédiastolique, le volume de remplissage. Et on va avoir un volume d'éjection systolique de VD 2 fois plus le volume d'éjection systolique de VG. C'est pour ça qu'on a un QB/QS égal, par exemple, à 2.
faut savoir aussi, plus le VD est compliant, la courbe ici de compliance, ça va être dévié à droite, donc ça va être plus plate, et on va avoir un volume plus important. Donc, la quantité du shunt, elle dépend surtout de l'écart entre les deux courbes de compliance, entre le VD et le VG. Alors, qu'est-ce qui se passe ici donc, sur ce schéma d'un corps normal à droite et d'une CA large à gauche? On voit donc, on répète la même chose. Sur un cœur normal, on a la pression télédiastolique ou de pression de remplissage gauche. Ici, ils sont à 8. À droite, ils sont à 2 parce que le VD est plus compliant. Quand il y a une large CA, donc le ventricule droit, il se remplit à la pression télédiastolique de VG, donc il va se remplir jusqu'à pression télédiastolique de 8, donc on va avoir une surcharge diastolique, une augmentation du débit pulmonaire à droite. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de défaillance gauche? Donc, vous voyez, pour une raison ou un autre, imaginez que le ventricule gauche il est défaillant à cause d'une ischémie, d'hypertension artérielle, d'une coartation, par exemple, une sténose aortique. Le VG, il va être plus musclé. La compliance VG, il va altérer. Donc, la courbe de compliance, il va monter vers le haut. Imaginez sur la courbe qu'on a présentée tout à l'heure. Les pressions de remplissage gauche vont augmenter. Au lieu de 8, on va avoir 12. Et du coup, le ventricule droit, il est obligé à suivre. Il est obligé à se remplir à la même pression télédiastolique qu'à gauche. Donc, on va avoir une majoration plus importante du shunt. Et tout ça pour la même taille d'une CA. Vous voyez, le shunt, ça varie en fonction de compliance des deux ventricules. Alors, dans le cas contraire, imaginez dans ce cas-là que c'est le VD qui est altéré, défaillance VD à cause d'un HTAB, à cause d'une sténose pulmonaire par exemple, ou une sténose des branches pulmonaires, ou un cerclage. Voilà, on va hypertrophier le VD. Le VD va être moins compliant. Donc la courbe de compliance VD va monter. L'écart entre la différence de compliance entre deux ventricules, ça va diminuer. Et on va diminuer notre shunt gauche-droit jusqu'au moment quand le ventricule droit devient plus altéré ou la compliance VD devient moins bon que la compliance VG. Par contre, non. Quand la compliance VD devient très altérée, on peut dire plus élevée que la compliance de VG, on peut aussi inverser notre shunt. Il devient droite-gauche. Quelle est la conséquence hémodynamique d'une shunt atriale? Donc, dans une situation normale, quand on parle d'une shunt gauche-droit, on va avoir, comme on a vu tout à l'heure, une augmentation, une surcharge diastolique des cavités droites. Donc, c'est l'oreillette droite qui va dilater, c'est le ventricule droit qui va dilater, et par conséquent, l'artère pulmonaire et les retours veineux pulmonaires vont augmenter. Donc, on va avoir un hyperdébit pulmonaire, surcharge pulmonaire, augmentation de retours veineux pulmonaires, et en même temps, la réactivité artérielle pulmonaire reste souvent normale. Donc, il n'y a pas d'HTP, en tout cas à l'âge pédiatrique. On peut avoir avec le temps, à l'âge adulte, parfois l'apparition de l'HTAP tardif par l'augmentation des débits, prolifération intimale des artérioles pulmonaires. Mais ça arrive beaucoup plus tard par rapport à un CV, par exemple large avec un HTAP. Et surtout, il y a une prédisposition génétique probablement associée. Cliniquement, donc les communications interatriales, c'est la cardiopathie, une des cardiopathies les plus fréquentes, 10 à 20% des cardiopathies congénitales et les plus souvent sporadiques. Il faut faire attention, il y a des formes familiales. Donc, formes familiales et surtout, ils sont associés avec des troubles conductifs, parfois évolutifs, qui vont conduire à un BAV, un appareillage. Et il
il y a la mutation du gène NKX2.5 qui était identifiée dans certaines familles. Il y a aussi des formes syndromiques. Et là, j'ai cité le syndrome Holt-Oram, où il y a l'anomalie des membres supérieurs associée avec un shunt atrial. Il y a aussi le syndrome de Noonan, avec le triade classique au niveau cardiaque, CMH et sténose valvulaire pulmonaire et CA. C'est quelque chose qui distingue le syndrome de Noonan. Donc, il faut faire attention à ça. Souvent, on découvre le shunt atrial de façon fortuite, parce que les patients, les enfants, ils ne sont pas symptomatiques ou très peu symptomatiques. Des fois sur un souffle cardiaque, des fois sur une cardiomégalie dépistée sur un radio réalisé pour une autre chose. Donc, les signes fonctionnels sont très rares, de type dyspnée difforme, retard de croissance, infection respiratoire à répétition, c'est les signes de shunt. Voilà, les complications arrivent très tardivement à l'âge adulte, c'est les défaillances droites et le trouble de rythme atriaux. À l'examen clinique, on peut distinguer un souffle éjectionnel. Alors, c'est très important de souligner quand même que la CA, ça ne souffle pas, le shunt interatrial, ça ne souffle pas parce que c'est un régime de pression basse entre les deux oreillettes. Donc, il n'y a pas assez de différence de pression pour avoir un souffle. Le souffle qu'on attend, c'est un souffle éjectionnel au foyer pulmonaire lié à l'hyperdébit pulmonaire. Parce qu'on a vu le débit pulmonaire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que la normale. Donc, c'est un souffle d'une sténose pulmonaire fonctionnelle liée à l'hyperdébit pulmonaire. Deuxième chose importante, c'est ce dédoublement fixe de deuxième bruit. Dans la situation physiologique normale, il y a un dédoublement respiratoire de deuxième bruit parce que c'est quoi le dédoublement de deuxième bruit? C'est en fait l'écart entre le bruit de fermeture de la valve aortique et la fermeture de la valve pulmonaire. À l'inspiration, il y a une augmentation de retour véno-systémique avec une augmentation de volume diastolique du VD. Donc, il y a un retard de fermeture de la valve pulmonaire physiologique et on a un dédoublement respiratoire. En cas d'une shunt atriale ou d'RVPA, ce dédoublement devient fixe, ce n'est pas respiratoire parce qu'il y a une augmentation permanente de débit droite qui explique le retard de fermeture de la valve pulmonaire. Également, on peut attendre l'enrôlement diastolique au niveau de la valve tricuspide liée à l'augmentation également de débit à travers la valve tricuspide. L'ECG, il est très peu spécifique parce que les enfants présentent naturellement des signes de surcharge droite, déviation axiale droite, bloc incomplète de branche droite. C'est quelque chose de physiologique jusqu'à l'âge de 5, des fois même 10 ans. Donc, l'ECG est très peu contributif. Par contre, il faut faire attention, dans l'ACA ostium primum, le syndrome de Noonan, on a une déviation axiale gauche, et là, on a un axe au plafond qu'on peut nous alerter. Et dans certaines formes familiales, on a dit qu'il faut faire attention aux troubles de rythme de conduction et on peut avoir un allongement de PR, donc PAV1 ou des fois PAV2 ou 3. La radio du thorax montre les signes de shunt, le cardiomégalie modérée au devant de la cavité droite et l'hypervascularisation pulmonaire. Le diagnostic, c'est l'échocardiographie qui permet de confirmer le diagnostic, qui permet de déterminer le type anatomique de la CA, les lésions associées, le retentissement et surtout définir la stratégie thérapeutique.
Alors, on commence par la CA ostium secundum. Hélico-bidimensionnel, surtout on a une incidence sous-costale. On a une belle exposition, une belle vue du septum interatrial parce que les vaisseaux ultrasons ils sont complètement perpendiculaires sur le septum. Et on voit très bien le défaut en général central dans le ostium secundum au niveau de fosse ovale, avec des bords nets en position rétro-ortique et le shunt en Doppler couleur, en généralement, il est gauche-droit. Parfois, en abical 4 cavités, on a une faux positive, on a l'impression qu'il y a un défaut septal, mais parce qu'en fait, dans cette incidence, le septum interatrial il est très postérieur, très loin de notre vaisseau ultrason, et surtout il est parallèle. Donc on peut avoir une faux positive. Il faut donc multiplier les incidences, surtout en sous-costal, et surtout voir les signes indirects du shunt. C'est la surcharge des cavités droites. Donc voilà un exemple d'une CA type ostium secundum. On voit un défaut septal dans la partie centrale du septum interatrial et surtout l'oreillette droite qui est dilatée et le ventricule droit. En incidence parasternale petit axe, on voit le défaut septal derrière l'aorte, voilà, avec également une dilatation des cavités droites et de la voie pulmonaire. Voilà une incidence sous-costale en biblanc, qu'on voit la coupe bicave avec la veine cave supérieure par là, l'arrivée de la veine cave inférieure, veine sous-hépatique, le septum interatrial avec le défaut septal ici, et un deuxième plan complètement perpendiculaire sur l'autre, qui est équivalent de 4 cavités en sous-costal. La CA ostium primum, donc c'est une CA qu'on la voit en incidence de 4 cavités. C'est une CA bleu-basse en continuité avec les valves auriculo-ventriculaires. Doppler couleur, on voit le shunt, mais on voit aussi surtout le jet de régurgitation de la valve mitrale de la tricuspide parce qu'il y a toujours une anomalie à ce niveau-là associée. Donc voilà un exemple d'une CA ostium primum. On voit la CA, elle est bleu basse. Il va en continuité avec les valves auriculo-ventriculaires qui sont toujours mal formées, on peut dire, parce qu'il y a toujours une anomalie de la jonction atrio-ventriculaire. En Doppler couleur, on voit la fuite de la valve mitrale, donc liée sans doute à une fente. Il faut aller le chercher plus précisément en botitaxe. On voit la fente de feuillet intérieur de la valve mitrale avec le jet de la fuite provenant de la fente. À l'écho 3D, pareil, donc il y a deux commissures. Ça tourne pas. Deux commissures antérolatérales, postéromédien, le feuillet postérieur et le feuillet intérieur qui font deux ici. Voilà, ça tourne. Voilà, la fente qui s'ouvre là, au milieu du feuillet intérieur. La CA de type sinus venosus, alors c'est une CA haute, comme on a vu tout à l'heure, à l'arrivée de la veine cave supérieure. Donc, en incidence 4 cavités, on voit une dilatation des cavités droites sans véritable shunt visible. Et on voit que voilà, au niveau de foramen ovale, le septum il est intact. Donc il y a juste une surcharge en abical 4 cavités et c'est la coupe subcostale qui permet de poser le diagnostic. Donc vous voyez là en abical 4 cavités, on voit le septum il est intact, on ne voit pas de la CA, il n'est pas visible dans cette incidence. C'est un piège classique surtout pour les cardio-adultes qui ne maîtrisent pas très bien la coupe subcostale. Et donc, souvent, les enfants ou les adultes sont adressés pour une surcharge droite sans CA. Et c'est la coupe ici en sous-costale
qu'on voit l'arrivée de la veine cave supérieure là, la veine cave inférieure ici, le septum interatrial qui est intact jusque-là, mais la CA, elle est très haute, il est là, entre voilà, la veine cave et la veine pulmonaire. Donc, le shunt en Doppler couleur qu'on le voit ici, et surcharge surtout importante des cavités droites. On a dit tout à l'heure qu'il y a toujours une anomalie de retour veineux-pulmonaire, qu'il faut aller le chercher avec une autre imagerie de courbe, parce qu'à l'ICO, c'est difficile à cartographier de façon plus précise ce retour veineux-pulmonaire. On voit ici une veine pulmonaire inférieure droite qui arrive à l'oreillette droite et la CA qui est là. Ici, voilà, il y a 3 veines qui arrivent à l'abouchement de la veine cave supérieure. Donc, on fait toujours une imagerie complémentaire de type scanner ou IRM pour voir l'auteur de l'abouchement des veines pulmonaires, et c'est important pour la stratégie opératoire, comme on verra plus tard. Et la dernière type anatomique, c'est la CA de sinus coronaire. Alors, le diagnostic, là aussi, c'est difficile. Heureusement, c'est une forme très rare. Ce qu'on voit en abicale 4 cavités, c'est une surcharge des cavités droites sans shunt visible. On peut voir éventuellement une sinus coronaire qui est dilatée, avec ou sans une veine cave supérieure gauche. Et c'est en piquant vers le sinus coronaire qu'on va identifier la présence du shunt. Vous voyez ici à gauche donc, la coupe 4 cavités. Donc, on ne voit pas de shunt, on voit une dilatation de cavité droite. Et là, on va piquer en postérieur pour dégager le sinus coronaire. On voit le sinus coronaire qui est dilaté, l'orifice du sinus coronaire avec un hyperdébit qui n'est pas normal. Donc, ça permet de nous alerter vers un éventuel CA de type sinus coronaire. On peut compléter l'examen avec un ETO qui permet d'identifier et de confirmer le diagnostic. Donc, on voit c'est un coup un peu piqué aussi vers le sinus coronaire. On voit le sinus coronaire qui est fenestré à l'oreillette gauche avec un shunt important qui fait OG, sinus coronaire et OD. On peut également faire test écho de contraste en cas de présence d'une veine cave supérieure gauche. Donc, on va injecter dans le membre supérieur gauche. Donc, on va opacifier la veine cave supérieure gauche et le sinus coronaire. En cas de fenestration, ça va passer vers l'oreillette droite. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Voilà, désolé. C'est un écho de contraste qui montre ici le sinus coronaire qui est dilaté. On va injecter le boule et on va opacifier l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Alors, comment on peut chercher le retentissement du shunt atrial sur les cavités droites pour éventuellement l'indication opératoire ou d'intervention? En mode TM, on peut voir des signes de surcharge volumétrique des cavités droites. C'est la cinétique paradoxale de septum interventriculaire. Vous voyez là, donc, ici, par rapport à la paroi postérieure, il y a le mouvement qui est parallèle. Donc, il est en systole, il est paradoxal. Il dirige vers le ventricule droit. En mode bidimensionnel, on peut estimer le rapport du diamètre diastolique VG sur VD sur le diamètre diastolique de VG en abicale 4 cavités. Un rapport supérieur à 0,7 signifie qu'il y a une surcharge diastolique de ventricule droit. On peut aussi utiliser des techniques un peu plus sophistiquées comme l'ICO 3D pour voir le volume télédiastolique du VD. Ici, avec le logiciel de TomTech, semi-automatique.
Deuxième élément, c'est évaluer les pressions pulmonaires. Donc, on a vu la surcharge volumétrique. Et là, la surcharge barométrique, c'est l'évaluation de la pression pulmonaire, qu'on a vu tout à l'heure, le plus souvent normal chez les enfants, mais on peut avoir un HTB chez les adultes. Donc, les méthodes classiques d'évaluer l'HTB sur la fuite tricuspidienne permettant de calculer la PAB systolique, sur la fuite pulmonaire pour la PAB moyenne et diastolique, sur la courbe occidentale en systole, c'est un reflet de la PAB systolique. En diastole, c'est la pression de remplissage. C'est normal qu'il est paradoxal en diastole, mais en systole, en général, il est arrondi, sauf s'il y a un HTB. Un peu de façon approximative, encore une fois, évaluer le rapport du débit systémique et le débit pulmonaire, donc le QB sur QS, le débit pulmonaire sur le débit systémique, en mesurant le diamètre du champ de chasse de VG en mode zoom, en mode 2D, zoom, en mesurant le diamètre du champ de chasse de VD, également barre sternale petit axe, et l'intégrale temps vitesse sur le champ de chasse gauche et droite. On peut rapporter les deux pour calculer le rapport QB sur QS. C'est une source d'erreur, donc il faut se méfier aussi. Il faut mesurer, prendre plusieurs mesures, en fait, surtout de l'anneau, la taille de l'anneau pulmonaire, prendre la moyenne, multiplier les incidences, et ça permet d'avoir quand même chez les enfants en tout cas qui sont bien écogènes, qu'on peut très bien mesurer la taille de l'anneau pulmonaire, on peut avoir des mesures qui sont proches, fiables, proches de la réalité. Alors l'indication de fermeture, que ce soit chirurgicale ou par cathétérisme de la CA, c'est une chante gauche-droite significative. Ça veut dire qu'il faut avoir un retentissement qui sont le gold standard, le calcul QP/QS supérieur à 1,5, ou si on a des signes de surcharge diastolique de VD, des signes indirects qu'on a vu tout à l'heure, le diamètre diastolique, le volume ou le septum paradoxal. Aussi, chez les adultes, c'est l'embolie paradoxale. Aussi également la présence d'HTAP qui est inférieure aux 2/3 des chiffres systémiques, mais avec un QB/QS supérieur à 1,5. Bien sûr, en cas de syndrome d'Eisenmenger, c'est une contre-indication en cas d'inversion du shunt qui devient droite-gauche. Alors, le mode de fermeture de CA, pour la CA ostium secundum, la fermeture par voie percutanée est devenue le traitement première attention pour les CA qui sont accessibles à la fermeture par voie percutanée. Donc, la sélection des patients, elle est très importante. Ça base sur l'échocardiographie. La CA doit être donc de type ostium secundum. Le diamètre maximal de la CA ne doit pas dépasser 40 mm. On devrait avoir des berges suffisantes tout autour de la CA pour pouvoir positionner la prothèse. Donc, les berges doivent être présentes, plus de 5 mm, pour avoir un appui suffisant autour de la CA. Alors, sauf pour la berge rétro-aortique, parce que dans la zone rétro-aortique, la prothèse, il peut appuyer sur la racine aortique. Et quatrième condition, que la taille du disque gauche de la prothèse choisie doit être inférieure au diamètre total du septum interatrial pour pouvoir positionner la prothèse. Ça, c'est quelque chose d'évident chez les enfants. Donc, en fonction du gabarit de l'enfant, il faut mesurer la taille totale du septum interatrial et la taille du disque gauche de la prothèse qu'on va utiliser pour savoir si ça rentre ou pas. Ils ne sont pas contre-indiqués la présence de septum flobie ou fine.
la présence des CA multiples ou l'absence de berge rétro-aortique. Comme je dis tout à l'heure, mais ça incite plus d'expérience dans cette technique. Alors, quelles sont les berges analysées à l'ICO pour sélectionner le malade? Vous voyez, ici, il y a la berge supérieure ou la veine cave supérieure, la berge postéro-supérieure vers les veines pulmonaires, postéro-inférieure, la berge inférieure vers la veine cave, il y a la berge rétro-aortique ou antéro-supérieure, la berge antérieure vers les valves auriculo-ventriculaires et la berge ici vers le sinus coronaire. Donc, comment on peut analyser pratiquement, on pratique ces berges hélico-transthoraciques à partir de l'incidence abicale 4 cavités. Vous voyez là notre blanc de coube. On peut mesurer dans cette incidence la taille totale du septum atrial. On peut mesurer la berge antérieure vers les valves auriculo-ventriculaires et la berge postérieure vers les veines pulmonaires. En courbe parasternale, ensuite petit axe au niveau de la valve aortique. On peut mesurer la berge rétro-aortique ou la berge antéro-supérieure, aussi la berge postéro-inférieure. Et dans la courbe sous-costale, bicavale, qu'on le voit ici, l'arrivée de la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, on a la berge veine cave sub et la berge veine cave inf. À l'OTO, on peut faire la même analyse en multipliant les incidences aussi. Donc, à partir du coupe transœsophagien, médio-œsophagien, à 0 degré, on a l'équivalent de 4 cavités, donc berge intérieure et postérieure. À 45, on a l'équivalent d'une petite axe au niveau de la valve aortique, donc on a la berge rétro-aortique et postéro-inférieure. Et entre 90 et 120, on a l'équivalent de bicave. On a la veine cave supérieure qui est à droite à ce moment-là et la veine cave inférieure qui est à gauche. L'intérêt aussi de l'ICO 3D, surtout transœsophagien, permet d'offrir une vue volumétrique qui permet de visualiser la géométrie de la CA, sa variation au cours du cycle cardiaque. On peut repérer le diamètre maximal et le mesurer directement sur le volume 3D. Et on peut apprécier de façon visuelle les différentes berges sur la même incidence, là en zoom 3D. Alors, comment ça se passe pratiquement en salle de cathétérisme pour les patients éligibles à une fermeture par voie percutanée? Donc, on fait chez les enfants, en général, sous anesthésie générale pour avoir un peu l'enfant soit confortable, avec un guidage par l'ICO transœsophagien dans le blue bar de centre. On commence par l'analyse bidimensionnelle, surtout les 3 incidents qu'on vient de voir, à 0, 45 et 90 degrés. On mesure les berges, la taille maximale de la CA. On fait l'analyse 3D quand c'est disponible aussi, c'est intéressant. Et on va sélectionner la taille de la prothèse qui correspond au diamètre maximal de la CA. Des fois, on peut ajouter 2 mm ou 4 mm en fonction de l'opérateur. Voilà, en fonction des berges qui sont, par exemple, si elles sont très souples, ben, on a tendance à surdimensionner la prothèse. Et dans certaines situations, on fait la calibration au ballon. Ça veut dire on va gonfler un ballon
dans l'oreillette gauche, voilà, il est dans l'oreillette gauche, on va le gonfler, on va le tirer à travers la CA en dégonflant progressivement le ballon et en marquant en fait le diamètre du ballon au moment de passage à travers la CA. Et ce diamètre, on appelle c'est le diamètre étiré de la CA, qui souvent correspond au diamètre maximal, mais des fois il est un peu plus large, autour de 2 mm plus large, surtout quand on a un septum interatrial flobé ou souple. Donc on fait cette calibration chez les patients avec une CA large quand il y a un septum flobé ou quand il y a une déficience de berge. On ne le fait pas systématiquement chez les enfants avec une petite CA, moins de 20 mm par exemple. Après, c'est variable d'un centre à l'autre. On va sélectionner la prothèse, donc la taille de la prothèse qu'on a choisie en fonction de la taille de la CA. Souvent, la prothèse utilisée, c'est la prothèse Amblatzer, qui consiste de double disque de nitinol. Vous voyez, donc il y a un disque droite qui est plus large de la partie centrale. Donc, ça dépasse en moyenne 5 mm de chaque côté. Et il y a un disque gauche qui dépasse de 7 mm de chaque côté. Alors, ça, c'est pour en fonction de taille de dispositif. Donc, en fonction de la partie centrale, vous voyez, quand c'est entre 10 et 32, c'est la prothèse la plus utilisée, la taille de prothèse la plus utilisée. Bon, à gauche, ça dépasse 14 mm et à droite, ça dépasse la taille de disque, ça dépasse 10 mm. On commence par déployer le disque gauche, de côté gauche de cloison interatriale, et puis la partie centrale, et puis le disque droite. Et on va vérifier la position de la prothèse à l'OTO toujours, avant de larguer la prothèse. Donc voilà un exemple en temps réel. Donc là, on utilise ici une fusion d'images entre la scopie hélico, bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Donc on voit ici le disque gauche qui est en train de déployer le disque gauche. On va l'appliquer sur le cloison et la partie centrale, et puis le disque droite qui vient arriver de côté droit. On a les deux disques qui prennent en sandwich le septum interatrial, ici à l'écho 3D, vous voyez la CA avant, et on va vérifier à l'écho avant le largage. Donc là, il n'est pas largué, il est encore connecté au système. Voilà. Donc avant de le larguer, on va faire les trois incidences à 0 degré, à 45 et puis à 90 pour vérifier qu'il n'y a pas de champ résiduel, vérifier que toutes les berges sont prises entre les deux disques, que la prothèse ne gêne pas les valves, notamment la valve mitrale quand on utilise une grosse prothèse, vous voyez là, vérifier que ça ne touche pas la valve mitrale, ça ne gêne pas le retour veineux pulmonaire, ça ne gêne pas le retour veineux systémique sur l'autre incidence. Et là, quand tout le monde sont contents des résultats, on va larguer la prothèse. Donc, les complications de la fermeture par voie percutanée de CA, elles sont rares hein, dans cette série. C'est une série de 2017 qui distingue entre les enfants moins de 15 kg et plus de 15 kg. Vous voyez, les complications majeures chez les enfants plus de 15 kg étaient autour de 4%, mais plus important chez les enfants les plus petits. Alors, notre stratégie pour la fermeture par voie percutanée, qu'on attend les enfants qu'ils fassent au moins 20 kg, au moins plus de 15 kg, mais nous, on préfère 20 kg avant de réaliser la fermeture par voie percutanée, parce qu'il y a moins de complications. Surtout, c'est des complications locales au niveau de l'accès vasculaire. On va avoir un saignement
nécessité des transfusions parfois, des thromboses. Et les complications, alors ici c'était le bleu fréquent, c'est la nécessité d'intervention en urgence pour chercher surtout la prothèse, c'est la migration de la prothèse qui était autour de 1%, hein, c'est pas très fréquent. On arrive dans la plupart du temps à aller le chercher par un lasso, par voie percutanée, mais des fois, si on n'arrive pas, il faut aller le chercher chirurgicalement. Donc ça, c'est la migration de prothèses. Surtout, ça arrive précocement en salle de cathé le plus souvent. C'est lié en fait à soit qu'on a on a mis une prothèse plus petite que ce qu'il faut, ça bouge effectivement, déficience des berges des fois, et des fois c'est l'appositionnement qui n'était pas correct, qui n'a pas pris bien des berges comme il faut. Les autres complications, c'est lié aux troubles de rythme, et souvent c'est des troubles de rythme mineurs, transitoires, qui ne nécessitent pas de traitement. L'arythmie prolongée, c'est vraiment très rare, c'était autour de 1%. Les complications tardives dans cette revue française de 2013, revue de la littérature, c'était vraiment très rare, c'était plutôt des Kessler-Bott. On distingue l'érosion cardiaque liée à la prothèse avec une incidence 0,04 à 0,2%. Ça peut arriver jusqu'à plusieurs années après la mise en place de la prothèse. C'est une complication exceptionnelle, mais c'est très grave. Hein. Ça peut conduire à une tambonnade protale avec un arrêt cardiaque. Hein. Les autres complications, c'est la thrombose de la prothèse. C'est aussi rare, moins de 1%. C'est pour ça, après la mise en place de la prothèse, on met un traitement par aspégique à dose anti-agrégant pendant 6 mois. Et on considère 6 mois, c'est suffisant pour l'endothelialisation de la prothèse. Des fois, quand on met une grosse prothèse, on prolonge jusqu'à 1 an. D'autres complications, c'est l'arythmie. BAV comblé, c'était des Kessler-Bott, vraiment exceptionnel. L'endocardite sur la prothèse, là aussi, c'est très rare, des Kessler-Bott. Et il est recommandé quand même la prophylaxie de l'endocardite pendant 6 mois après la mise en place de la prothèse. On finit par la fermeture chirurgicale. Alors, la fermeture chirurgicale, il est indiqué pour les CA ostium secundum qui ne sont pas accessibles à la fermeture par voie percutanée. On a vu tout à l'heure la CA qui est plus de 40 mm, la CA avec déficience des berges, surtout la berge postérieure et postéro-inférieure. Et après, il y a tous les autres types anatomiques de CA, ça veut dire la CA type ostium primum, type sinus venosus, type sinus coronaire, ou la CA, même ostium secundum, associée avec d'autres lésions chirurgicales. Alors la voie d'abord, c'est souvent sternotomie médiane. On peut faire actuellement une mini-sternotomie. Chez les filles, on peut proposer aussi une thoracotomie postérieure droite pour que soit la cicatrice soit moins visible. Et on peut aussi proposer une thoracotomie sous-mammaire droite pour les adolescentes, là aussi pour un propos esthétique. La fermeture chirurgicale de la CA, donc quel que soit sa type, d'ailleurs pour la ostium secundum, ça se fait sur circulation extracorporelle.
La voie d'abord, c'est auriculotomie droite. On voit ici, c'est un vue chirurgical. On peut fermer la CA, fermeture directe, en suture directe. On peut utiliser des patchs, soit de péricarde autologue, le plus souvent, des fois des patchs synthétiques, des Dacron, Gore-Tex. La mortalité est très faible, mortalité aussi rare. Complications surtout la syndrome post-péricardiotomie, tamponnade, qui peut arriver jusqu'à 1 mois après la chirurgie. Pour cette raison, il y a une surveillance toutes les semaines avec un écho jusqu'à 1 mois post-opératoire. C'est l'infection de la cicatrice. La plus grave, c'est la sternotomie, quand il y a la sternotomie. Et à la fin, c'est le trouble de rythme auriculaire qui peut aussi arriver. Pour la CA type sinus venosus, qu'on nous voit ici, vous voyez la sinus venosus, ici l'arrivée de la veine cave supérieure, l'RVPA. Le chirurgien, il va faire souvent une tunnelisation de la veine pulmonaire supérieure droite, ou l'RVPA, vers l'oreillette gauche à travers la CA. Voilà, pour diriger le flux des veines pulmonaires à l'oreillette gauche à travers la CA. C'est un montage chirurgical qui nécessite que le patch monte un peu haute dans la veine cave supérieure. Des fois, il est associé avec un élargissement de la veine cave supérieure, surtout pour éviter le rétrécissement de la veine cave supérieure. C'est la complication principale. Vous voyez ici, voilà, ici l'RVPA, la veine cave supérieure, l'anomalie orthovéno-pulmonaire, la CA, et donc le chirurgien il va mettre le badge ici de façon de diriger les veines pulmonaires vers la CA et l'oreillette droite. Parfois, on utilise la technique de Warden, qui consiste à fermer la CA directement vers les veines pulmonaires, détacher la veine cave supérieure droite qui était là et de le brancher directement à l'auricule droit. Les complications de CA sinus venosus, de chirurgie de CA sinus venosus, c'est la sténose de la veine cave supérieure, on l'a vu tout à l'heure, qu'on peut éviter par Warden, donc il y a moins de sténose. Il y a les sténoses des veines pulmonaires liées à la tonalisation, il y a le trouble de rythme, surtout la dysfonction sinusale, il y a le nœud sinusal qui n'est pas très loin, et le BAV. Et la dernière forme anatomique, c'est la CA ostium primum. Le temps opératoire, le premier temps opératoire consiste à fermer la fente métrale, qui est toujours là, par l'oreillette droite et à travers la CA. Et parfois, on est obligé d'élargir cette CA. Et deuxième temps, de fermer la CA par une patch. Les complications à ce niveau-là, dans la CA ostium primum, c'est surtout la BAV post-opératoire, parce qu'on a vu le nœud auriculo-ventriculaire qui n'est pas très loin. Et aussi la sténose, les lésions résiduelles liées à la qualité de la réparation de la valve métrale, que ce soit sténose ou fuite. Et je termine avec la surveillance post-opératoire ou interventionnelle d'une CA, quel que soit le type de la CA, selon les recommandations internationales. La surveillance post-opératoire précoce, on l'a vu tout à l'heure, juste pour dépister les complications précoces post-chirurgie, surtout la syndrome post-péricardiotomie, le tamponnade. Et donc ça, c'est pendant 1 mois, toutes les semaines. Et puis, une surveillance annuelle par la suite. Il est recommandé pour toutes les CA opérées, surtout qui sont opérées tardivement ou qui gardent des lésions résiduelles, comme d'HTAP ou l'arythmie ou anomalie valvulaire, on a vu tout à l'heure. Concernant la fermeture de la CA par une prothèse,
Là aussi, il faudra faire un suivi précoce, surtout la première mois, et puis la première année après la fermeture, pour dépister les complications précoces, surtout la migration de la prothèse. L'érosion qui peut arriver quelques années même plus tard. Donc, c'est pour ça on recommande un suivi périodique de temps en temps, soit annuel ou tous les 2 ou 3 ans, venir voir. Et surtout, quand il y a des symptômes de type douleur thoracique ou syncope chez quelqu'un qui a une prothèse atriale, il faut penser toujours à ces complications, surtout érosion. C'est exceptionnel, mais ça arrive, on le voit de temps en temps. Voilà, donc je terminé par ça. Et je vous laisse poser des questions s'il y a des questions. Oui, Khaled, il y a quelques questions sur le chat. Donc voilà, tu verras, tu feras à la fin si tu veux. Je ne sais pas si je le vois, c'est où? Alors, j'arrive pas à. Normalement, c'est en haut à droite. Tu as un petit. Plus la fenêtre principale. Ah, attendez une seconde. Ça, c'est là. OK. Donc, En haut à droite, normalement, tu as plus. Tu cliques sur plus et tu vas trouver converser. Et là, tu vas voir la fenêtre de conversation. d'accord. Donc là, je peux. Alors, voilà, je vais lire dans la CA Ostium Primum. Dans la CA Ostium Primum, est-ce qu'on a systématiquement une CAV ou juste une anomalie de la valve? Dans la CA Ostium Primum, c'est un CAV. CA Ostium Primum égale CAV, forcément. Donc, il y a toujours, c'est une anomalie de la jonction atrioventriculaire. Donc, quand il y a un CA Ostium Primum, il y a toujours, dans les formes partielles de CAV, il y a toujours une fente métrale et tricuspide. Et la CV d'admission, il est fermé. Dans le CAV complet, il s'y associe avec une CV de type d'admission. Et il y a le CAV intermédiaire, il y a un CAV, il y a la CA, l'anomalie des valves auriculoventriculaires, plus une CV restrictive d'admission. Voilà. Sur l'IP, on fait comment pour évaluer l'HTAP? Alors, sur la fuite pulmonaire, attendez, je reviens sur la présentation peut-être. Sur la fuite pulmonaire, on peut évaluer la PAP moyenne et la PAP diastolique. Alors, on est là. Je ne sais pas si j'ai l'écran qui est partagé encore. Hein. Oui. Ok. Donc ça, c'est sur la fuite pulmonaire en protodiastole. Donc on a le gradient. Par exemple, ici, on a 13. C'est le gradient protodiastolique. On va ajouter 13 plus la BOD, qui est estimée entre 5 et 10 en fonction de la taille de la veine cave inférieure, de sa respiration, donc le pression de remplissage droite. Donc on va ajouter le gradient protodiastolique plus la POD égale la PAP moyenne. Si on prend en télédiastole, le gradient en télédiastole ici, pareil, on va ajouter la POD pour avoir la PAP diastolique. Comment distinguer un CA ostium secundum d'une simple phobe chez le nouveau-né? Une bonne question qu'on est posée fréquemment. La CA ostium secundum, la différence entre CA ostium secundum et une phobe chez le nouveau-né. Alors, chez le nouveau-né, le phobe, il est souvent perméable, il ne se ferme pas immédiatement après la naissance. Ça prend quelques mois. Alors, je vous montre sur l'anatomie ici. Alors, vous voyez le phobe ici.
vous ai montré la septation. Le FOB, c'est en fait c'est une espèce de tunnel entre les deux septums. Le septum primum, qui est le septum fin ici, qui est situé à gauche, et le septum secundum, plus épais, qui est situé à droite. Et les deux septa, ils chevauchent. Et entre les deux, il y a un passage. Et donc, ce passage, c'est le FOB. Il n'y a pas de défaut septal, il n'y a pas de défaut de septum. Il ne manque pas. Il n'y a pas de manque de septum. Et donc, chez le nouveau-né, on voit qu'il y a un chevauchement entre les deux septums. Ils font ça, avec un passage entre les deux. Ils sont écartés un petit peu comme ça. Je n'ai pas d'écho de FOB, mais si vous faites un écho pour un nouveau-né, vous allez voir ça. La CA, il y a un vrai défaut septal. Donc, vous voyez un défaut septal, comme ça, entre les deux septums, deux parties de septum, il y a un défaut. Comme ici, par exemple, il y a un défaut septal. Je n'ai pas mis d'écho d'une FOB, mais en gros, c'est ça. Alors, je prends le suivant. Alors, comment on traite une CA sinus coronaire? Ça, c'est aussi une bonne question. C'est vrai, je n'ai pas parlé d'une CA sinus coronaire. Comment traiter la CA sinus coronaire? Ben, si, quand même, une CA sinus coronaire, le traitement de référence, c'est chirurgical. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose de très rare. Alors, on a eu 2 cas. Moi, depuis peut-être 13 ans ou 14 ans, j'ai eu 2 ou 3 cas. Donc, la CA sinus coronaire, on la traite chirurgicalement. Attendez, juste, je vais voir où j'ai mis le schéma de CA sinus coronaire. Je reviens. Tac, tac. Je l'ai perdu. Alors, sur la forme anatomique. Voilà, ici. Voilà, la CA sinus coronaire. Donc, quand il n'y a pas de veine cave supérieure gauche, juste une simple fenestration, pour faire simple, on peut fermer l'orifice du sinus coronaire ici à l'oreillette droite. En laissant la fenestration à l'oreillette gauche, il n'y aura pas de conséquences. Il va mélanger en fait un peu le retour veineux de la circulation coronaire, mais il n'y aura aucune conséquence ni sur la saturation ni sur l'hémodynamique. Après, le chirurgien peut aussi choisir de fermer directement la fenestration. Voilà. Quand il y a un groove de sinus coronaire, ben, c'est une chirurgie un peu plus complexe parce que le chirurgien il est obligé de reconstruire le toit de sinus coronaire par un badge de tunnelisation qu'on va tunneliser à l'oreillette droite. Surtout, on fait ça quand il y a un veine cave supérieure gauche, parce que si on laisse la veine cave supérieure gauche à l'oreillette gauche, l'enfant il va désaturer, on va avoir un cyanose. Après, des fois, quand il y a un TVI qui communique les deux veines caves supérieures, gauche et droite, on peut ligaturer la veine cave supérieure gauche, par exemple, et comme ça, tout le retour gauche il est dirigé à droite, et à ce moment-là, on ferme juste l'orifice du sinus coronaire. Certains cathétériseurs s'amusent à fermer par cathé, mais il n'y a pas de série, on n'a pas assez de recul. C'est des caisses de porte, et on met une prothèse ici pour fermer l'orifice du sinus coronaire. Mais voilà, ce n'est pas un geste simple, on est très proche de la valve tricuspide. Voilà, mais il y a des caisses de porte qui sont publiées, qui montrent une réussite avec la technique percutanée. Alors, la question suivante. Existe-t-il une intervention hybride en cas de CA ostium secundum qu'on ne peut pas fermer par voie percutanée? Intervention hybride si on ne peut pas fermer par voie percutanée. Alors, je n'ai pas très bien compris la question.
Si on ne peut pas fermer par voie percutanée, c'est chirurgical. Non, il n'y a pas de technique hybride. Alors, il y a la technique hybride pour la CIV. C'est vrai, pour la CV, il y en a, mais c'est différent. Pour la CV, on fait l'hybride parce que à cause de l'accès vasculaire. Alors, chez les tout petits, nouveau-nés ou nourrissons, qu'on a un problème surtout de l'accès vasculaire. C'est pour ça qu'on fait la technique hybride, on fait la sternotomie chirurgicale. Quand il y a un coarcte, par exemple, bleu CV, le chirurgien va faire la coartation, blasté aortique, et le cathétériseur il va piquer le ventricule directement pour positionner la prothèse. Mais pour la CA, on n'a pas les mêmes problématiques. Les CA, ils ne sont pas symptomatiques chez les tout petits, donc on peut attendre que l'enfant qu'il fasse plus de 20 kg. Donc, quand il n'y a pas une possibilité d'une fermeture percutanée, ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'accès, ce n'est pas comme la CIV, parce qu'il y a un problème d'héberge, parce qu'on ne peut pas positionner la prothèse, ou parce que la CA est très large, donc plus de 40, il n'y a pas de prothèse plus de 40. Et donc, il n'y a pas de possibilité de réaliser une technique hybride. Il n'y a pas de sens, en fait, parce qu'on ne peut pas positionner la prothèse. C'est notre problème. Ce n'est pas le problème d'accès vasculaire. Donc, il n'y en a pas. Question suivante. L'érosion de l'aorte sur prothèse peut se manifester par des douleurs thoraciques. Y a-t-il en écho d'office un épanchement péricardique, stade précoce? Sinon, comment suspecter en écho un phénomène d'érosion aortique? L'érosion, alors l'érosion, c'est lié en fait saillement de la prothèse dans la région, surtout le disque gauche qu'on a vu tout à l'heure. Le disque gauche est plus large que le disque droit et c'est ça qui pose le problème. En fait, quand il y a un disque gauche qui est très large, il peut faire l'érosion, soit dans la région rétro-aortique, donc si ça frotte en rétro-aortique, des fois au niveau du toit de l'oreillette gauche, qui ça frotte à ce niveau-là. Voilà, donc les caisses de bord signalées soit au toit de l'oreillette, au fond, soit en rétro-aortique. Et à l'écho, cliniquement, c'est de douleurs thoraciques. Des fois, quand même, c'est des chocs cardiogéniques, tambonnade brutale. Et des fois, à l'écho, on voit l'évolution progressive dans l'épanchement. Et surtout, des fois, ça peut arriver précocement, la première 48 heures, pardon. C'est pour ça qu'on garde les patients pendant 48 heures hospitalisés avec un écho à 24 heures et à 48 heures avant la sortie. Et donc, il y a certains cas qui étaient dépistés pendant les 48 heures, qui étaient traités, donc chirurgicalement, bien sûr. Le chirurgien il va enlever la prothèse et il va fermer l'érosion. Mais le problème, il y a certains cas qui sont arrivés plusieurs années plus tard. Alors, je raconte la dernière cas, un de nos collègues ici à la clinique Pasteur, qui a fermé un CA pour un vieux de 60 ans, et il y a 10 ans, avec une prothèse numéro 30, une grosse prothèse. Bon, c'est pas énorme, c'est pas une prothèse de 40, mais 7 ans plus tard, voilà, elle se présentait par de douleurs thoraciques et à l'écho, un gros épanchement. Et il était opéré en urgence et il a fait effectivement, c'est le toit de l'oreillette gauche qui était perforé. Et voilà, donc ça arrive, c'est rare, mais voilà, il faut faire attention à ça. Voilà, donc j'ai vu toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. On a encore 5 minutes.
Moi, je ne vois pas d'autres questions, je pense. Et y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez activer votre micro sinon, si vous le souhaitez. Je ne vois pas d'autres questions non plus sur la conversation. Ben, très bien. Ben, on a respecté le temps. Hein. Parfait. Bon, parfait. Eh ben, Merci beaucoup, Khaled. de rien. Ben, bon courage, bon continuation. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir.